La seconde technique est le fait de réinterpréter. Réinterpréter ce que vient de dire une personne peut se faire de 3 façons. La première consiste simplement à jouer sur l'ambiguïté des mots. Vous allez faire comme si l'un des mots qui vient d'être dit avait une autre signification. Elle a l'air d'être bonne, votre fille, hein. Attends de voir la photo, on va dire ça. Ouais, c'est dommage. C'est déplacé, mais il est sur l'ambiguïté du mot. Allez, on va passer à la 4e position de ce tout de suite. C'est vraiment juste du cul, quoi, c'est terrible. C'est l'humour qu'on avait dans les années 2000 quand on était ado, quoi. C'est pas vrai, Ariel, elle est tout terrain. Vous pouvez la mettre alors, c'est ça alors. Ah oui, on peut la mettre? Ah bah je savais pas. Mais il est littéralement quand même lui en train d'expliquer l'humour que vous devez utiliser pour faire rire une femme, c'est faire que des blagues de cul. Je suis pas sûr que... Enfin bon. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Quelqu'un ici a dit « J'ai une idée de thème, mais j'ai pas trouvé de vidéo. Mais ça peut être sympa. Ça serait de regarder des vidéos de coach pour aider à être drôle en société. » Eh oui, un peu de développement personnel, un petit peu un sujet sur les interactions sociales, sur l'interaction avec les êtres humains. On va essayer d'en ressortir grandi. Quelles sont vos astuces? Quelles sont les astuces des coachs? À votre avis, c'est quel type de coach qui va nous expliquer ça? C'est quelqu'un qu'on a déjà vu, hein, quand c'est vraiment pour les interactions humaines, les interactions, mais que c'est pas directement la drague. En général, c'est Yann Piette. Et j'ai même Olivier Roland, qu'on voit pas souvent, mais avec les rebelles intelligents. Est-ce que vous êtes drôle en société? Est-ce que vous savez être drôle? Est-ce que vous vous considérez comme des gens drôles? Au quotidien, hein, je parle. Moi, par exemple, je fais de l'entertainment sur Internet. Alors, heureusement, ce que je fais, ça repose pas que sur le fait que je fais des blagues, mais souvent, on me dit quand même parfois que je suis un peu drôle. Donc, j'imagine que je suis un petit peu drôle quand même. Mais ça, c'est sur Internet. Mais dans la vraie vie, au quotidien, en société, je sais pas si je suis drôle. Je sais pas si je suis si drôle. Pas plus que quelqu'un d'autre. En tout cas, je sais pas si je le suis, mais en tout cas, j'estime m'en servir pas mal pour survivre dans cette société. Ça fait réfléchir. On va regarder les astuces de Yann Piette, même si je n'arrive pas à imaginer comment il peut y avoir une formule magique pour être drôle en société, pas plus qu'il y en a pour, je ne sais pas moi, la séduction ou tout ce genre de choses. Après voilà, les mécaniques de l'humour, pour moi c'est une science, hein, ça s'étudie, c'est fascinant l'humour, hein, en tant que vraiment que science, que discipline, quelles sont les mécaniques, quelles sont les... C'est génial, mais l'humour du quotidien c'est quoi? C'est de l'humour contextuel, on dit des choses comme ça. Moi, pour moi, c'est plus sur le ton. Je sais pas, je dirais, est-ce qu'en fait, ma question c'est, est-ce que l'important c'est d'être drôle en société ou d'avoir une certaine légèreté dans son ton qui fait qu'au moins tout n'est pas bizarre et un peu chiant, etc. Moi, je trouve que c'est ça qui est plus important. À voir. Sur cette chaîne, on parle de compétences sociales. Et il y en a une qui ressort parmi les autres, tant elle est polyvalente et peut vous servir dans plein de situations. Cette compétence aux moultes vertus, elle va vous servir à créer et renforcer des liens. Alors c'est surtout hyper culturel, ouais, mais par exemple, qui ne rigole pas d'un prout quelque part dans le monde? Ça marche toujours. À soulager le stress, à attirer l'attention sur vous, séduire, et montrer votre créativité, votre imagination ou votre vivacité d'esprit. La vivacité d'esprit, c'est vrai quand on est dans la... Parce que parfois, des gens qui sont pas drôles de base peuvent se dire je vais apprendre des histoires drôles. Non, ça ne va pas. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire j'ai une blague et dire une blague. Ça donne le même effet que... Et le gars, il rentre dans le cow-boy et... Aïe, coup dur pour Guillaume. Je parlais évidemment ici de l'humour de la vie courante, à dissocier bien entendu des blagues qu'on va apprendre par cœur et qu'on va réciter. Mais oui, tu sais, les blagues de tonton Bernard au repas de famille. Je sais bien que c'est dans voilà. Faut pas les faire ça, faut pas faire.
On va quand même pas rentrer à pied. Mettre des extraits aussi dans sa vidéo comme ça, faut pas faire. L'humour, c'est un langage universel qui dépasse les barrières culturelles et qui crée des connexions instantanées entre les individus. L'humour peut servir à briser la glace, à détendre une situation, voire même à désamorcer un conflit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut parfois utiliser ça trop, comme par exemple fuir tous les conflits ou toute situation trop réelle dans la vie avec des blagues. C'est mon cas. Faut pas faire ça. Là, on parle de être drôle en société. En allant du plus simple à maîtriser au plus délicat. Car oui, il y a un danger dans l'humour. Vous le trouvez pas drôle? Si, il est drôle. Essayer d'être drôle, c'est comme être en suspension sur un fil. Si vous gardez l'équilibre, les gens vous admireront pour ça. Mais si vous chutez, ça peut avoir des conséquences. Alors bien sûr, si c'est devant votre boulangère, l'embarras ne va durer que quelques secondes. Mais imaginez si c'est votre collègue de bureau ou une personne qui va avoir de l'importance dans votre vie. Là, c'est une toute autre histoire. Il n'existe pas de gêne qui rend les gens drôles. Pensez à tous les grands comédiens qu'on connaît aujourd'hui, c'était certainement pas des personnes qui étaient drôles immédiatement dès la cour de récré. Parfois, ils disent ça quand même. C'est des gens qui ont dû travailler pour en arriver là où ils en sont. Pas encore ri. Mais il dit pas qu'il va faire une vidéo drôle, il dit qu'il va expliquer 3 façons pour faire rire n'importe qui. La règle numéro 1 de cette compétence qu'est l'humour, c'est le sens du timing. Je pense ici à la fameuse blague du C'est ce qu'elles disent toutes qui vient de The Office, qui repose essentiellement sur la rapidité et l'exécution. Oui, c'est vrai que ça peut être ça aussi. Le truc des gens qui sont pas drôles naturellement, c'est vrai qu'il y a des espèces de trucs universels qui se basent sur le timing et tu le dis à tel moment et tout le monde a un peu la même blague et c'est au premier qui l'aura dit et comme les gens ont la ref, ça fait... Mais bon, il s'agirait de créer un peu. It's really hard. That's what she said. Mais ce principe du timing est aussi valable pour les 3 types d'humour qu'on va voir ici. J'ai compris à quel point le principe du timing était important en regardant le making-of des spectacles de Kian Kojandi. On a dit qu'on parlait de rire, pas d'amour. On voit vraiment dans ces making-of comment il procède pour améliorer son délivré. Il procède par tâtonnement. On regardait des dessins animés. Et on les comprenait. Alors, on avait des problèmes dans les ordres, j'avais changé un peu les ordres, parce que c'est bizarre, des fois il y a des ordres qui marchent pas. Ok, attends, c'est compliqué, donc on a Yann Piette qui va analyser le making-of de eux qui analyse le... Tu mettais le dessin animé à la fin, ça marchait pas, tu le mettais en deuxième, ça marchait super bien, j'ai jamais trop compris un peu tout ça. Ouais, là c'est empirique, en fait, tu fais tous les ordres possibles. Des fois ça déclenchait des applaudissements, ça marche. Tu fais ok, bon. Avec tout le monde. Après chaque représentation, il revoit son spectacle et il va transformer ou améliorer des passages. Ouais, d'accord. Au milieu du stand-up, on appelle ça un rodage. On peut pas faire ça dans la vie, Il est en train de dire qu'il faut préparer des choses. Après, c'est vrai qu'il y a des choses, tu peux te préparer pour des contextes, avoir en fait des terrains de trucs où tu sais que tu peux aller et ensuite, ah ok, tiens, je peux le placer, je vois l'idée, mais est-ce qu'il va vers là? De la même manière, dans votre vie, vous verrez des patterns. Un petit stock d'histoires drôles. Ah ouais, mais alors là, c'est plus... des anecdotes. Il faut bien raconter. Là, c'est plus être bon en storytelling, même si ça peut être drôle dedans. Mais pour moi, il faut le placer de manière contextuelle. C'est dur, tu vas pas juste dire, il m'est arrivé ça. Faut quand même que ça soit lié. Répète ta soirée. Il faut faire, putain, j'ai vu ça si tard. J'ai maté The Rehearsal là, sur HBO, là, le truc de Nathan Fielder. Est-ce que les gens ont la ref? Est-ce que les gens ont vu? Peut-être probablement un des trucs audiovisuels tout confondus les mieux que j'ai pu voir de ma vie. Tout simplement. Plus vous apprendrez à les reconnaître rapidement, meilleur sera votre délivré. Bon, le but de cette vidéo, c'est évidemment pas de faire de vous le troubadour de l'open space. Mais je vais vous partager ici des clés concrètes pour comprendre l'humour, devenir... Non, j'ai vu que la saison 1 là du coup, mais je vais regarder la 2. L'esprit des gens. Je savais pas qu'il avait fait un nouveau truc. Moi, j'adorais déjà à l'époque Nathan For You là, qui faisait et tout. On commence tout de suite avec le premier type d'humour. La parodie. La parodie, c'est... Ah, la parodie. Mais comment on fait de la parodie dans le quotidien? Ah, la parodie dans le quotidien. Oui, c'est quand tu fais un perso. C'est un truc que je fais. Ok, intéressant. Une forme d'humour subtil où on exagère les traits, les caractéristiques d'une œuvre, d'un personnage, d'un événement dans je le préfère but la de les pastiche, tourner en mais dérision. d'accord. C'est un type d'humour qui est très répandu sur Internet. Ouais, pour moi sur Internet, et si c'est préparé, ça marche pas. Si tu commences à mettre une perruque, par exemple... Non, mais dans le truc de l'instant, bien sûr, pour grossir un truc, appuyer quelque chose, bien sûr, oui. Mais moi, je préfère toujours la pastiche à la parodie, parce que parodie, il peut y avoir le truc, on va grossir le trait, alors on vient renforcer le truc, alors que refaire un truc qui semblerait crédible, vous voyez la différence? C'est vrai, oui, faire les gens du quotidien, faire un cliché de gens, enfin imiter des banals gens de manière générale, alors imiter des personnes connues, oui, mais sinon faire des clichés de gens du quotidien pour appuyer une certaine situation, ça
ça marche toujours, effectivement, oui, c'est bien ça, oui. L'un des meilleurs dans ce style, à mon sens, c'est Mr V. Jordan, il a 20 ans. Originaire de la région parisienne, il est en couple avec Vous avez vu Mac Walter? Ilona, 14 ans. Il a une Opel Corsa grise d'occasion, dotée d'un poste radio dernier cri et d'un pot troué. Il a un piercing à l'arcade, un collier de barbe et une chevalière un peu usée sur laquelle est écrit Porcienpré. L'amour, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question... Ilona, elle est grave mature, tu vois. Ce qui fait rire dans la parodie, c'est le contraste entre l'original... Quel enfer Mr V, c'est vrai. Un jour, sur Twitter, il y a des gens qui m'insultaient, il a liké les réponses de gens qui m'insultaient, alors depuis, je me dis, bah ok, bah super. Tant mieux que personne aime ton film, en fait, Mr V, il fallait pas liker les gens qui m'insultent, en fait. Je situe ça sans aucun contexte, hein, je vais rester comme ça. Quand on est familier avec le sujet parodié, on peut véritablement apprécier les références, les clins d'œil et les détournements. Désolé, mais Mac Walter est vraiment le film le moins drôle que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Je n'ai pas lâché un seul sourire. C'était vraiment une catastrophe intersidérale. Ah ouais. J'ai mis 3 minutes, j'étais mal à l'aise et j'ai coupé. Mais t'es quand même resté tout du long devant en laissant une chance. Notez que la parodie peut également servir de critique en mettant en évidence les défauts ou les absurdités d'une situation. Pour créer une parodie réussie, il est important d'avoir des références communes. C'est vrai qu'il explique ça tellement sérieusement. Et il explique le truc parodie, mais on dirait que c'est quand tu veux faire de l'humour et que c'est du... Je trouve qu'il fait pas assez le parallèle sur comment après ça devient un truc dans la vraie vie, quoi. Là, on dirait qu'il donne des conseils à des gens qui veulent se lancer dans l'humour. Ça peut être une œuvre, un événement, mais en général, ça va être une personne réelle de notre environnement social ou bien quelqu'un que tout le monde connaît, qui sera rapidement identifiable par les autres. Cette histoire de référence commune, elle est très importante. C'est pourquoi parfois, vous ne pouvez pas comprendre les parodies d'une personne plus âgée. Une référence commune, Je sais pas, votre tonton Bernard qui essaye de parodier Léon Zitrone. Cela dit, oui, voilà, parodie, effectivement, grossir le trait, imiter quelqu'un. Pour moi, on rentre aussi là-dedans, par exemple, l'humour qui va se moquer de, tu sais, la nuance de, tu dis un truc déplacé, mais en fait, c'est pas toi qui le dis, tu imites quelqu'un qui dirait ça. Tu imites quelqu'un qui dirait ça, et directement, du coup, tu vas dénoncer, tu te moques des racistes, par exemple, en disant ça, le truc comme ça. Et là, tu dois pas spécialement savoir faire une voix ou quoi. Bon, il faut un petit peu quand même changer l'intention pour qu'on se dise, ah, il fait un perso. Mais c'est vrai que ça, c'est donné à tout le monde dans toutes les situations, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je mets de l'écho quand je fais ça, mais dans la vraie vie, on peut pas. Tout d'abord, vous allez observer votre référence et vous allez attraper chez elle quelque chose de remarquable. Une intonation, un langage non verbal, du vocabulaire, des expressions, des mimiques. Puis, vous allez imiter cette référence de manière à créer un contraste entre l'original et votre parodie. Pour parodier, il faut un certain lâcher-prise. Comme quand je fais Astérion. Oui, mais là, on est vraiment... Oui, c'est ça. Non, mais même aussi, tu vois, je sais pas, que je vais continuer le propos. On regarde un mascu ou quoi, je vais continuer le propos en disant... bah ouais, parce que machin et tout, et je fais comme si j'étais quelqu'un avec lui, d'accord avec lui, qui parle comme ça. Bon, ça rentre dans cette case, en fait. Et ça, c'est vrai qu'au final, ça se place très bien dans la vraie vie. Il faut un peu décrypter ses conseils, hein, mais il y a des trucs à prendre. La parodie en société, ça s'appelle se moquer. Bah, de toute façon, toute forme de blague et d'humour, au final, à un moment ou à un autre, très indirectement ou plus directement, ça reste toujours un petit peu se moquer de quelque chose, non? Je réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a comme cas où en fait on ne se moque pas un petit peu de quelque chose, dans le sens même qu'on serait dans la dérision de quoi que ce soit? Le prout reste la meilleure vanne, bah ouais, mais pareil en société, est-ce que c'est pour tout public de faire un vrai prout en société pour faire rire? Des gens pourraient être dégoûtés. Par exemple, moi j'aime bien ma pédale à prout, ici. Mais en société, jamais je fais des vrais proutes en mode pour faire rire. Mr V le fait par exemple, d'ailleurs qu'il était là. Ça, c'est pas vraiment mon humour. Pour conclure, la parodie, c'est un art à utiliser à petite dose. Hein, faites-le une seule fois lors d'un même événement. Il y a des personnes qui forceront en société avec le prout, ouais. Montrer sa tub aussi. Oui, les mecs qui se foutent à poil, ils montrent leur tub. À partir du moment où on est doué à la parodie, eh bien, les gens vont en redemander. Mais il faut savoir les laisser sur leur faim. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Le sarcasme. Bah bien sûr, le sarcasme. C'est facile, il suffit un peu de dire l'inverse. On va parler d'un type d'humour pour lequel les Français sont réputés. Réputés? Ah, c'est marrant, je vous racontais la fois où, justement, à l'époque, quand j'étais étudiant, il y avait plein de Français et ils comprenaient pas le sarcasme, on trouvait, nous. Ma vie, c'est être sarcastique, je me fatigue moi-même à dire des saloperies que je pense pas pour dramatiser toute situation qui me déprime. J'ai l'impression que je le fais trop aussi, ouais, c'est vrai. C'est des bons conseils qu'ils donnent jusqu'ici. C'est quoi vos conseils? Vous avez une recette particulière que vous pouvez pointer du doigt sur votre manière de comment être drôle en société, c'est-à-dire un outil qui se réplique? Parce que, en fait, c'est vrai que par défaut, moi,
j'aurais dit, j'en sais rien, c'est contextuel, mais en fait, c'est vrai qu'on va réutiliser des mêmes techniques, quoi. L'autodérision, bien sûr. L'autodérision, moi, je trouve c'est bien. L'autodépréciation, autodérision, il y a toujours le côté de... Ça permet de toute façon, c'est cool, ça montre, regardez, vous pouvez me faire des blagues, je suis chill. En plus, je me rabaisse un peu, directement, je dis, ouais, je suis pas au-dessus de vous, tu vois, enfin, ça sert à plein de choses en termes de signaux que ça envoie, je trouve. C'est top. Et puis après, il y a le truc, voilà, il y a un peu d'autodérision. Moi, je trouve ça intéressant quand tu rentres vraiment dans l'autodépréciation un peu vénère, mais là, c'est pas tout public. Et moi, je trouve ça intéressant. Mon patron fait des accents ultra racistes qui font rire toute la boîte sauf moi. Moi, ce que je comprends pas, c'est toujours ce côté de... Des gens croient que l'humour, c'est vraiment répéter le même truc et que c'est un truc connu et c'est drôle et machin, mais il y a plus de surprise. Tu répètes une rêve que tout le monde a, que tout le monde a déjà dit. Tu l'as dit comme ça, de manière presque comme un stimuli, de manière machinale comme ça, genre... Tu l'as vomi comme ça parce que c'est le truc, t'as toujours entendu tout le monde dire ça quand il y a ça, et tout le monde le refait, et à force, c'est limite gênant, oui, bon, c'est vu et revu, ça n'est plus drôle, stop en fait, et c'est bizarre ça. C'est pas le comique de répétition, je veux dire, c'est plus, je sais pas, il y a un exemple, comme les blagues sur les femmes. Alors c'est encore différent quand ça rentre dans les catégories de l'humour oppressif, et après, en fait, c'est pour cacher une haine, voilà, et tout ça, et on entretient des trucs, c'est encore différent. Maintenant, je veux dire, sur Internet, quand t'as n'importe quel post vidéo ou n'importe quoi, avec quelqu'un qui est dégarni, t'auras toujours des gens qui vont mettre « c'est une carence en vitamine D », tout le monde va mettre ça en boucle, tout le monde en dessous, tu vas avoir 10 fois ce commentaire. C'est bizarre en fait. Qui pense apporter quoi que ce soit là? C'est genre, la vanne on la connaît, les gens l'ont déjà écrite... Et je dis pas ça parce que je me dégarnis et que ça me touche. Hein. L'important avec l'humour, c'est l'intention. Et sur Internet, c'est assez dur de connaître les intentions. Ouais, moi j'aime bien quand il y a ce flou-là aussi. Moi j'aime bien justement... Mais là, on n'est pas on est dans le quotidien. Dans le quotidien, c'est vrai qu'il faut peut-être être un peu plus clair. Les jeux de mots. Les jeux de mots, toute une époque, moi je détestais ça. Vous aimez les jeux de mots? C'est bien qu'on parle d'humour. Et je crois que c'est un truc qu'on apprécie en vieillissant, les jeux de mots. Parce que je détestais ça fut un temps. Je trouvais que c'était le niveau zéro de l'humour. C'est la base, c'est le premier truc que tu peux faire. Et au final, plus je vieillis, plus je peux accepter quoi maintenant. Je peux accepter ça. Je sais pas comment le dire, mais pas la langue des oiseaux. Hein. On prend une situation et on la retourne de manière à en révéler le côté ridicule. Faut te parler. Mais le stand-up français, par contre, peut-être pire que les jeux de mots. Quand t'as appris à l'école, oh la terre elle est ronde et elle tourne, la terre elle est plate mon pote. Terrible. Comment ça se fait que le stand-up genre américain, c'est un des trucs les plus drôles qui existent, et le stand-up français, c'est un des trucs les moins drôles qui existent? Comment ça se fait que juste une langue et une culture, quoi, j'imagine, fait un résultat si différent? Après, c'est mon avis, pardon, je vais pas asséner ça comme une vérité, j'en sais rien, c'est ma perception. C'est une question de goût, mais c'est objectif quand même. Ils ont quand même 10 ans de retard. J'adore, 68% adorent les jeux de mots quand même. Ok, seulement 8% trouvent ça cringe. Je suis étonné. Mais j'ai jamais trouvé... Est-ce que j'ai déjà trouvé un humoriste français drôle en mode stand-up comme ça? Peut-être. Stand-up belge, c'est mieux. Ah oui, mais quand je dis ça, oui, c'est parce que oui, vous êtes très pays chauvin, pays machin. Donc je voulais dire francophone, voilà, quand c'est en français. Ah oui, Haroun, c'est cool, ouais, Haroun, ouais. Très bon exemple. Haroun, c'est bien, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'Haroun, c'est cool. Il convient d'être prudent avec le sarcasme, parce que c'est un art délicat. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile à manier? Parce que si vous ne le faites pas habilement, vous risquez d'être mal compris et de passer pour un imbécile. De même, si vous poussez un peu trop le curseur... Nava, oui, bien sûr, mais est-ce que ça compte? Oui. D'abord, le sens du timing, très important. Il faut savoir reconnaître le moment opportun. Ensuite, il faut comprendre que toutes les situations ne se prêtent pas très bien au sarcasme. Robit, je fais pas du stand-up. Non, c'est un seul en scène, c'est plus comme du théâtre tout seul. Je considère pas ça comme du stand-up, quoi. Je joue un perso, quoi. C'est inné l'humour ou ça s'apprend à votre avis? Je crois que ça s'apprend de fou, non? Ouais, ça s'apprend de fou. Après, peut-être il y a des gens qui ont des prédispositions. À avoir en tout cas peut-être plus un comique naturel. Mais vous pouvez éviter tout ça en appliquant une règle importante de l'humour, qui est de connaître son public. En effet, on a tous ce pote un petit peu lent qui comprend pas toujours le second degré. Inutile de vous obstiner avec lui parce qu'à la longue, c'est lui qui va vous prendre pour un demeuré. En fait, le sarcasme est particulièrement efficace pour renforcer une connexion avec des personnes d'un même groupe. Il y a des gens qui n'aiment pas l'humour, c'est vrai. Capter le sarcasme se sentent immédiatement comme faisant partie d'une même bande. Come on, Ted can't be pregnant. You need to have sex to get pregnant. What? Oh! Freeze frame high five! Donc ici, le sarcasme va jouer le rôle de glue qui va connecter les individus entre eux. Dites-vous enfin que le sarcasme peut parfois bousculer, irriter et questionner les gens, mais qu'il ne doit jamais être blessant. Après le sarcasme, il faut quand même contrôler son intonation, quoi. Choisissez le moment approprié et surtout le public. Je dirais en conclusion sur le sarcasme que c'est une excellente façon de mettre les pieds dans le plat et d'aborder avec humour des sujets qui sont délicats. L'humour noir.
Ah ouais, l'humour noir. Donc sa vidéo, c'est la parodie. C'est vrai que de manière, si on voit ça vraiment large, ça a du sens. Le sarcasme. Mais j'aurais pas vu ça comme une manière d'être drôle, quoi. C'est plus... Et c'est risqué, hein, il le dit, mais c'est risqué. Et l'humour noir, le problème, c'est que... il reste les 1%. 99% de l'humour noir, c'est en fait, on dit des trucs racistes et après on dit non, mais c'est de l'humour noir et en fait, c'était pas de la blague, quoi. Mais il y a une partie de l'humour noir qui est intéressante. La difficulté est maximale avec l'humour noir, mais elle consiste surtout à éviter de se prendre les pieds dans le tapis. L'humour noir, c'est une forme d'humour qui aborde des sujets généralement considérés comme tabous, sensibles ou bien controversés. Mais pareil, tu vois, il dit ça comme truc d'entrée, alors que pour moi, c'est à placer avec des gens où il y a déjà une certaine proximité. Hein. Tu peux pas le placer, c'est risqué. La mort, la maladie, les catastrophes. All female remakes are the big thing. There's a female remake of Ghostbusters. There's going to be a female remake of Ocean's 11. And this is brilliant for the studios because they get guaranteed box office results and they don't have to spend too much money on the cast. So... Shut up, I don't care. Si l'humour noir est si drôle, c'est parce qu'il crée un contraste entre l'horreur et la gravité du sujet et la légèreté avec laquelle on le traite. Généralement, ça va provoquer un rire plutôt nerveux et embarrassé. Et ça va choquer et amuser à la fois parce que c'est un type d'humour qui est irrévérencieux. Après, dans certains contextes, je comprends, hein, mais... Pour moi, le meilleur dans ce style, c'est incontestablement le comédien britannique Ricky Gervais. You'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards. Surcoté à mon sens. I don't care anymore. I'm joking. I never did. Il a souvent présenté les Golden Globes et ses apparitions font souvent grincer des dents les gens dans la salle parce qu'il n'hésite jamais à tirer la balle réelle. Once upon a time in Hollywood, nearly 3 hours long, Leonardo DiCaprio attended the premiere and by the end, his date was too old for him. So... Even Prince Andrew's like, come on Leo, mate, you know. You're nearly 50, son. Blague sur Trump, ça dégage. Ah oui, Jimmy Kimmel, ah oui. Et voilà, hein, c'est parti, hein. C'est parti en fait. On peut plus faire l'humour dans les médias. On peut voir l'effet de la blague à travers les réactions de ceux qui n'osent pas rire. Bien sûr, il s'agit ici de blagues préparées à l'avance, revues et rythmées par des applaudissements. Si vous vous lancez dans ce type de saillie, faites bien attention. Et oui, c'est pas de l'humour noir, c'est juste, ouais, c'est ça, il est en mode, il présente un truc, il est en train de roaster. Il dit ça parce qu'il a dit l'humour noir, c'est on va aller aborder des tabous. Mais là, c'est plus, oui, c'est en mode risqué, mettre les pieds dans le plat dans un truc. Mais c'est très frontal, quoi. Je trouve que dans la vraie vie, avoir sacrément confiance en soi pour démarrer comme ça et être en mode qui tout double, c'est plus un truc que tu fais à quelqu'un que tu connais déjà bien. Un conseil pour ce genre d'humour, si la blague ne vous gêne pas, ne vous met pas en danger, c'est que ce n'est probablement pas de l'humour noir. J'ai pas dit que c'était ça l'humour noir, moi j'ai l'impression que c'est, voilà, on fait des blagues sur des enfants morts, enfin des choses comme ça, quoi. Mais aussi, au-delà d'en plus, parfois ça va cacher un truc où en fait c'est juste malveillant ou oppressif et qu'en fait du coup tu fais non mais c'est de l'humour noir en fait. Et second degré, c'est pas qu'une température. Au-delà, même si c'est ça 90% du temps, aussi il y a un côté où parfois c'est en fait c'est juste le plus horrible possible et en fait c'est non mais du coup c'est juste horrible et un peu edgy pour rien et c'est même pas si drôle, quoi. Faites bien attention à la nuance également. L'idée c'est pas d'utiliser l'humour noir pour choquer, mais de s'en servir avec un double message. Et souvent l'objectif est de dénoncer ou de mettre le doigt sur quelque chose de gênant. Meilleur conseil sur l'humour, je pense, c'est de savoir admettre qu'on n'a pas été drôle plutôt que dire oh t'as pas d'humour quand on est juste blessant. Ah oui, bah ça oui. Pour moi, de toute façon, à chaque fois, si personne n'a compris une vanne et que la personne fait oh ça va, second degré, machin, bah malheureusement du coup c'est que c'était mal conçu. Si ça n'a pas, été compris comme une blague, pour moi il explique juste comment faire du stand-up et comment faire de l'humour. Alors moi c'est juste là, du coup j'essaie de rebondir et prendre ce qu'il dit sur comment on l'applique à la vie. Mais là, lui dans sa vidéo, je trouve pas qu'il explique ça. Peut-être qu'Olivier Roland il sait, les rebelles intelligents là, c'est vous ça. Comment être drôle et avoir plus d'humour. Il a aussi 3 astuces. Il y a vraiment des gens chiants qui pichent pas le second degré. Ah ouais, il y en a, ouais, bien sûr. Oui. Comment faire rire les autres? C'est ce que je partage avec vous dans cet épisode de Zen et Heureux, parce qu'avec un peu d'humour, la vie est quand même plus agréable. Allez. J'ai un passé de timide. Pendant longtemps, j'avais vraiment beaucoup de mal à parler à des inconnus, surtout à des inconnus de sexe féminin.
frérot, comment t'adaptes ton humour à nous? Bah, c'est ça qui est génial, c'est que il y a juste un truc qui s'est construit de manière générale avec le temps et moi c'est beaucoup plus, je me pose beaucoup moins de questions que dans la vraie vie justement, parce que moi il y a un truc de, moi je suis parti maintenant du principe, à chaque fois que je vais faire une blague, enfin un truc qui veut se vouloir drôle ou à moitié ou à ton machin, je sais pas, je pense qu'à chaque fois je perds une personne et j'en gagne une autre quoi, tu vois, il y a à chaque fois, à chaque truc que je vais dire, il se voudrait un peu drôle ou sachant que moi j'aime bien quand même aller frôler la limite et aussi jouer avec le flou et tout ça, tu vois. Pour moi il y a le côté, à chaque fois ça a fait une personne qui a fait voilà, et ben moi déjà là j'hésitais mais non en fait voilà, et la personne ne reviendra plus jamais, ou genre j'hésitais, je commençais à regarder mais en fait j'aime bien, et au final du coup impossible de calculer. Genre je trempe ma tchoule dans un verre d'eau glacée, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis certainement pas l'homme le plus drôle du monde, mais clairement j'ai réussi à intégrer l'humour dans ma vie quotidienne. Je fais rire tous les jours les gens qui sont autour de moi, je sais détendre l'atmosphère quand il en est besoin, je sais passer des petites blagues sympas au bon moment. Ça me donne pas mal d'avantages. Je suis plus heureux dans ma vie, je me connecte beaucoup plus facilement aux gens qui soient inconnus ou connus, et tout simplement les gens m'apprécient davantage. Alors comment faire pour avoir davantage d'humour ? Pour moi, dire de soi-même qu'on est drôle, c'est un petit peu comme dire de soi-même on est beau ou on est intelligent, quoi. C'est des choses que les autres gens doivent te le dire. Après, tu peux estimer que tu es quand même compétent sur... voilà. Déjà, la première chose à faire, c'est de prendre la décision de devenir plus drôle. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a à peu près 2 ans. Je me suis dit, je voyais des gens autour de moi, en fait, qui étaient beaucoup plus drôles que moi, et je voyais tous les avantages que ça leur apportait en termes de bonheur, en termes de facilité. Quelqu'un qui dit ça, je sais pas si c'est red flag, mais une personne qui dit lui-même tout le temps qu'il est drôle et qu'il adore rigoler, pour moi c'est l'équivalent d'une page Facebook, les pages Facebook où c'est un smiley dessus et ça s'appelle humour à gogo. Pour moi c'est un équivalent humain d'une page Facebook comme ça. Donc la première chose à faire, c'est de vous donner comme objectif de devenir plus drôle, de décider de devenir plus drôle. Et d'abord c'est un mindset. Surtout, ce qui est important, sans pression. Si vous mettez une pression, ça va vous stresser et ça va rendre beaucoup plus difficile le fait d'être drôle. C'est vrai, parce que est-ce que vous avez ce truc-là? C'est ça que moi j'aime bien, le côté de pas avoir de filtre en live et tout, parce que du coup je vais juste, j'ai l'impression beaucoup plus moi-même que dans la vraie vie, parce que en faisant attention à l'audience que tu as en face, et là vous allez peut-être me rejoindre si vous avez ça dans la vraie vie et tout, il y a le côté, là j'ai une idée de blague, enfin je veux dire, là j'ai un truc à dire et normalement je l'aurais dit naturellement, mais est-ce que là c'est pas dangereux? Est-ce qu'en fait ça va faire rire la personne là? Est-ce que c'est pas un risque à prendre, etc. Et donc tu te brides, un petit peu comme n'importe quelle interaction sociale ou si tu juges trop ce que tu dis par exemple. Parce que c'est extrêmement difficile de faire rire les autres quand nous-mêmes on est stressé et que on se dit il faut absolument que je sorte une vanne pour faire rigoler les autres, sinon ça va pas le faire. Quand on est dans cet état-là, clairement, et qu'on essaie de faire une vanne la plupart du temps, ça va pas passer, les gens vont voir qu'il y a un malaise, qu'il y a un stress. Il n'y a rien de pire pour empêcher les gens de rigoler que de les stresser, de leur communiquer un malaise. Donc déjà la première clé, une fois que vous avez décidé d'être drôle, c'est déjà de prendre à la cool, de vous dire ok. Il va donner encore moins de conseils, ça a l'air encore plus vide. Une aventure, un chemin. Lui c'est vraiment le mindset quoi. Au fur et à mesure. Et vous pouvez d'ailleurs utiliser différentes techniques pour déjà vous relaxer quand vous êtes en présence des autres. Vous pouvez méditer tous les jours, ça a été prouvé et reprouvé que la méditation ça aide à être beaucoup moins stressé, à avoir une vie beaucoup plus sereine. Je vous renvoie vers cette vidéo qui apparaît là pour en savoir plus. C'est rigolo de parler du rire aussi sérieusement. En vrai, plein de gens le font, il y a des vraies mécaniques, c'est une vraie science, il y a des vrais leviers, poser un truc, le timing. Vous pouvez faire du sport, faire l'amour beaucoup, vous pouvez faire toutes ces choses qu'on connaît pour déjà être plus zen, plus serein. Et je vous renvoie d'ailleurs vers mon livre Zen Heureux si vous voulez avoir d'autres méthodes pour être plus zen et plus heureux dans votre vie. Ouais, mais vas-y. Pour recevoir, vous cliquez sur la Explique-nous comment être heureux. Ça mettra la vidéo en pause, vous pourrez y revenir juste après. Soyez plus serein, ne vous mettez pas la pression et décidez de devenir plus drôle. Et à partir de ce moment-là, repérez tout autour de vous tous les gens qui sont plus drôles que vous. Normalement, si vous démarrez comme moi, il y aura beaucoup de gens qui seront plus drôles que vous. En tout cas, c'était mon cas. Le simple fait de faire attention à la manière dont ces gens interagissent avec les autres va faire de vous, au fur et à mesure, quelqu'un de plus drôle. Alors ça va pas vous transformer du jour au lendemain. Oui, c'est vrai. En fait, non, mais il marque un point sur l'aspect qu'en général, si de toute façon tu n'es pas doué... Enfin, pour moi, ça va de pair. Il y a sûrement des gens qui sont à l'aise socialement et qui savent interagir en société, mais ils savent pas comment être drôle. Et là, c'est peut-être plus dur à apprendre parce que c'est-à-dire vraiment, il y a une tare sur comment être drôle, mais en fait, t'as pas du tout de problème d'interaction sociale ou quoi. Par contre, si à la base, c'est toutes les interactions de tout type, dont l'humour qui pose problème, et ben en fait, oui, ça s'apprend aussi par mimétisme en observant les gens de la même manière que du coup, t'apprendrais comment parler dans certains cas et tout, t'apprends en même temps ce qui peut faire rire ou non. Donc finalement, ça peut aller plus facilement comme ça. Ça va être progressif, vous allez entendre une blague que vous allez pouvoir répéter. Faut pas croire que tous les gens qui vous font rire ont inventé de A à Z tout ce qu'ils disent. Souvent, ils l'ont entendu et puis ils le répètent et il n'y a pas de mal à ça. Donc répétez les blagues, faire des allusions. C'est ce que font les ados, c'est pour ça qu'ils sont cringe.
c'est vrai. C'est faire de l'ironie, ça peut être aussi la simple manière d'être, de dire quelque chose très sérieusement, vraiment, où on pourrait croire à première lecture que c'est quelque chose qui est très sérieux, puis on se rend compte en regardant qu'en fait vous êtes en train de rigoler, et ça fait marrer, c'est le contraste. Oui, ok, oui, c'est ça le contraste. L'inattendu, la surprise, on attend quelque chose et hop, on prend une autre direction. Classique, l'humour passe sans rire, mon préféré. C'est toujours plus dur, parce que c'est vrai que quand t'as pas confiance en ta blague et tout, t'as envie de faire un petit rire après pour bien indiquer que c'était une blague, mais c'est quelque chose, j'essaie de faire de plus en plus, de pas rire après mes trucs, mais je le fais quand même parfois. Tout ce que je vous demande, c'est de vous marrer un bon coup en étant à côté de ces gens drôles, mais d'être attentif, sans pression encore une fois, juste naturellement, de manière détendue. L'humour belge. C'est quoi l'humour belge en fait quand on dit ça? Parce que je comprends, c'est un peu clair quand on dit l'humour anglais ou des choses comme ça, mais l'humour belge c'est quoi? De toute façon, au bout d'un moment, si vous êtes attentif à ça, si vous êtes fixé comme objectif, c'est sur les frites, plus drôle. Et pareil, regardez c'est les blagues sur les frites, des one-man show, regardez des comiques, il y a des gens qui sont des professionnels qui arrivent à gagner leur vie simplement avec leur humour. Vous vous souvenez la période un peu des années 2010 où tous les gens qui faisaient de la vulgaire se sentaient obligés de quand même faire des blagues et à chaque fois t'étais mais juste explique les trucs, essaye pas de faire les... T'es pas obligé. Alors évidemment, si vous passez toutes vos soirées à jouer à la PlayStation sans voir personne, ça va être plus compliqué aussi. Plus vous voyez de gens et plus vous voyez des gens drôles dans des situations différentes et plus vous allez acquérir rapidement. Cette compétence, c'est même plus qu'une compétence, c'est un état d'esprit. Et comme je vous le dis, comme vous le savez, quand on a de l'humour, quand on sait faire rire les autres, on a un pouvoir extraordinaire. Déjà, on se rend plus heureux et on rend plus heureux les autres. Et les autres ont tout simplement beaucoup plus de plaisir. Genre créatif trop cringe. Bah oui, pareil, ouais, j'en faisais partie. Mais l'humour écrit maintenant, l'humour préécrit dans une vidéo, pour moi, ça ne peut plus exister, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle en complément, si vous avez besoin d'autres méthodes, d'autres techniques pour vous détendre, être plus zen, plus heureux dans votre vie. On n'a pas appris grand-chose. On n'a pas appris grand-chose. Après, on a lui qui peut nous expliquer, devient maître dans l'art de faire rire une femme. Là, voilà, quand on sait sa cible, peut-être que c'est plus clair, peut-être qu'on sait, voilà, si au moins, peut-être pour faire rire les femmes. Parce que femme qui rit, exactement en fait. On a de cesse de répéter cette fameuse phrase. Eh oui. Femme qui rit à moitié dans ton lit. Il l'a dit, évidemment que c'était l'intro de sa vidéo. Moi, je dirais quand même, parce que si on considère que c'est un rose-cours, il faut quand même en sortir avec un conseil. Je dirais, pour moi, l'important, c'est pas de penser les trucs comme des blagues, c'est une question de ton, quoi. C'est une question de ton, de ce que les gens attendent dans une interaction sociale, alors que je suis nul en interaction sociale, mais de ce que j'ai compris, c'est juste qu'il n'y ait pas un espèce de truc très sérieux ou froid, ou qu'il n'y ait pas du malaise, mais que les choses roulent, que les choses un peu soient un peu, voilà, et pas trop comme ça. T'as pas besoin de faire des blagues pour ça, c'est plus... Ouais, c'est trop abstrait, je sais pas comment mettre des mots là-dessus, mais vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que c'est le chat de Gueluc? J'associe ça à l'humour belge, mais c'est peut-être juste parce que c'est belge, je sais pas si c'est représentatif. Je vois, mais parce qu'il y avait des délicieux chocolats avec la tête de ce truc qui était délicieux et que j'adorais, mais sinon je sais plus ce que c'est comme humour. Non mais quelqu'un a compris, je suis sûr. Exactement, il y a la manière de faire, tu le vois vite si c'est pour tacler ou si c'est pour rire. Ouais, mais voilà, je sais pas, au-delà des blagues... Et en plus, c'est plus facile de rebondir, en fait. Voilà, c'est plus être dans la réaction, comme ce qu'on fait ici. Tu lances quelqu'un sur des histoires, sur des sujets, tu les fais parler, les gens adorent parler, en plus, ils racontent des trucs et tout. Et après, t'essayes de voir comment tu rebondis et t'essayes de placer un truc qui va faire... Ouais, comme ça, les gens te donnent du fuel et puis t'as qu'à rebondir, quoi. D'ailleurs, les gens qui sont drôles tout le temps, qui se cachent un petit peu derrière leurs blagues, ne sont que très rarement attirants. Par contre, si elles... C'est chiant quand les gens sont toujours second degré. Et malheureusement, moi j'ai vraiment ce problème-là. C'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup dans la vie. C'est marrant, c'est une vraie, c'est une critique qu'on me dit en stream et dans la vie. C'est vraiment un défaut connu, mais que je n'ai pas envie de changer. Mais c'est un peu, ouais, le truc que parfois on me dit, non mais parfois t'abordes avec trop d'humour et de légèreté des sujets qui sont trop importants et tout. Bah sachez que dans la vraie vie, des gens que je connais me disent, mais tu fais des blagues alors que c'est important, ce que je te parle et tout. Même chose, c'est une critique continue. Autrement dit, c'est une compétence qui dit de vous que vous êtes intelligent socialement, que vous savez vous servir de votre intelligence pour rendre le monde social conventionnel plus agréable pour tout le monde. Maintenant, la grande question est de savoir comment apprendre cette gymnastique de l'esprit. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute que tu ne sais pas trop sur quel bouton c'est que pour dédramatiser, pour déclencher un rire. J'ai l'impression que si je prends quoi que ce soit au sérieux, ça y est, après, putain merde, c'est la vraie vie, en fait, tout est horrible, non. C'est comme être tout le temps un petit peu dans une réalité parallèle. Ça permet de dissocier la dépersonnalisation, les trucs là, faudra faire un thème là-dessus. Mais tu l'es un peu tout le temps, c'est genre ouais mais il y a rien qui se passe réellement.
Tout est un peu faux, c'est la matrice. Tu vas terminer sa phrase. Vous pouvez le faire en coupant la personne ou bien en ajoutant quelque chose à la fin de sa phrase. Cette technique a l'avantage d'ouvrir un panel. Parce que là, c'est le rire pour la séduction. Alors après, tout est un peu de la séduction. Mais là, c'est vraiment, ok, on pige chaud, quoi. Lorsque l'on veut faire de l'humour, généralement, le plus difficile, c'est d'être très créatif tout en étant réactif, en étant rapide. C'est-à-dire en sortant cette phrase immédiatement. Une seconde plus tard, et c'est trop tard. C'est une gymnastique hyper compliquée. Servez-vous des moments où quand les gens sont, eux, ils n'ont pas fini une phrase et vous terminez la phrase à la place avec une blague. Et en inversant, voilà, on commence à mettre des conseils pratiques qui se déclinent. C'est pas mal. Prendre complètement l'inattendu de ce qui devait normalement être la fin du truc parce que la personne n'a pas fini le temps de faire son truc. Et puis, et en plus, et on place ça comme ça. Ça sert dans plein de situations, ça. Mais il faut aller vite. Par exemple, quelqu'un fait, ah bah oui, c'est ça, parce que d'ailleurs, je voulais te dire, et là tu coupes et tu fais je te déteste, voilà, je voulais te dire que je te déteste, et puis c'est drôle. ça marche tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'être extrêmement créatif pour être drôle. Remets-toi assis. Allez, petit chien que tu es. Lèche-toi les couilles. Dans cet exemple, que je ne trouve pas particulièrement drôle, qu'est-ce que c'était? Baffy utilise cette technique d'une manière assez facile. C'est pas très recherché. Mais pourtant, ça marche. Ça fait de l'effet. Comme vous pouvez le constater, ça fonctionne, même si pour le coup, Baffy n'est pas très créatif. Dans un premier temps, cette technique peut vous aider à travailler quelque chose d'indispensable, votre vivacité, votre rapidité d'exécution. Même si vous n'êtes pas très créatif, que ce n'est pas très recherché, comme Baffy dans cet exemple. Tu peux avoir des trucs de réserve, comme et tu réagis à des stimuli, et bam, tu balances, et tu comptes sur la vitesse. Et t'as un arsenal, quoi, prêt à sortir. Ouais. Dès lors que vous allez travailler vos réflexes, vous pourrez passer au niveau supérieur de cette technique. Le niveau n'est pas forcément supérieur parce que vous allez trouver la punchline de l'année, mais parce que vous allez être bien plus inattendu et de ce fait beaucoup plus percutant. Les gens qui trouvent que Baffy est un génie, je pensais pas ça possible. Dans le passé, je crois pas qu'aujourd'hui, juste les gens savent pas qui c'est. Avant de devenir journaliste sportif spécialisé dans le football, c'est qu'il est rapide. Pierre Ménès était anorexique. Il l'a fait, c'était déplacé. Vous vous mettez à chanter sous la douche, vous chantez quoi, Jean-Luc? Ce que j'entends à la radio. Ouais. Donc pas tes chansons. Ce sont des exemples issus de plateaux télé. C'est vrai que ça repose pas sur beaucoup de trucs, c'est juste être un connard et parler plus vite que l'autre, quoi. C'est rare les gens qui se font interviewer à côté de vous dans votre quotidien, on est d'accord. Mais même si les occasions sont plus fréquentes sur un plateau télé pour utiliser cette technique, elle marche aussi très bien dans la vie réelle. Ce que je veux que vous reteniez là-dedans, c'est la logique de cette technique, comment elle fonctionne. Je pense que Baffy peut aussi bien la faire en plateau que dans un bar ou même en date. La seconde technique est le fait de réinterpréter. Elle est plus difficile que la première parce que là, il faut vraiment être créatif. Réinterpréter ce que vient de dire une personne peut se faire de 3 façons. La première consiste simplement à jouer sur l'ambiguïté des mots. Vous allez faire comme si l'un des mots qui vient d'être dit avait une autre signification. Et je suis étonné, je pensais qu'il allait faire accès, drague et tout, et c'est peut-être lui qui donne les meilleurs conseils jusqu'ici. C'est des coupes de quoi, ça, Paulette? Bon, il se passe sur Baffy, mais... Qui monte à cheval et qui fait des grands concours. Elle a l'air d'être bonne, votre fille, hein? Attends de voir la photo avant de dire ça. Ouais, c'est dommage. C'est déplacé, mais... il est sur l'ambiguïté du mot. Allez, on va passer à la 4e position de ce tout de suite. C'est pas vrai, Ariel, elle est tout terrain. Vous pouvez la mettre alors, c'est ça? Ah oui, on peut la mettre? Ah bah je savais pas. C'est vraiment juste du cul, quoi, c'est terrible. C'est l'humour qu'on avait dans les années 2000 quand on était ado, quoi. Je te conseille de voir les 2 pièces de théâtre qu'il y a montées et sont en DVD. C'est un excellent sniper, c'est un quarantenaire qui te dit ça. Tu parles toujours de Baffy, là? Ah oui, non, je veux pas regarder des pièces de théâtre et des DVD de Baffy, non. Directement, ou en le faisant de manière je vais pas faire ça, mais ce sera encore plus percutant. Ce que vous détestez par-dessus tout. Et balance. Ah, t'es balance, Geneviève, je crois, toi. Non, y a rien, hein. Les blagues de Tchol ici. Tout le terrain pipi-caca et revenir à quelque chose de très régressif marche bien, mais c'est pareil, est-ce que c'est tout public? La seconde manière consiste à réinterpréter les intentions de quelqu'un. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, il a l'intention de vous faire passer un message. De la même manière, lorsqu'il fait quelque chose, il a une certaine intention, un but en le faisant. Même si ce but finalement est le plus souvent banal. Cette technique consiste à faire croire que la personne en question avait telle ou telle intention lorsqu'elle a dit ou fait quelque chose. Comment il est comme mari et comme papa? C'est un homme en tout cas qui... La bite est juste là. Qui est...
Mais il est littéralement quand même lui en train d'expliquer l'humour que vous devez utiliser pour faire rire une femme, c'est faire que des blagues de cul. Je suis pas sûr que... Enfin bon. Donc pardon. Mais non, l'époque de Tony, tu te souviens de Tony? Pas deux conversations à la fois. Stéphane, on a tous envie de baiser, là, tu vas trop vite. Et il fait parfois des vannes qui sont pas sur le cul. Pour que cela soit vraiment percutant, comme dans cet exemple, il faut que l'intention ne soit pas invraisemblable. Stéphane Bern aurait très bien pu avoir l'intention de draguer à ce moment-là. La troisième consiste à faire comme si vous saviez des choses que les autres ne savent pas. Il faut donc ajouter un élément supplémentaire à l'histoire que vous êtes en train d'entendre, comme si vous étiez présent. Des trois techniques, c'est celle qui exige de vous le plus de créativité. À quel âge t'as couché? 18 ans. Oh, sans plaisir. C'est regrettable. J'étais 8. Non? Non, c'est vrai. La troisième technique n'est pas vraiment une technique, c'est la condition de possibilité des deux techniques précédentes. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la plupart du temps, lorsque j'ai des élèves en coaching qui n'arrivent pas à être créatifs, ils me demandent des phrases ou des routines. En procédant comme ça, on prend le problème à l'envers. En fait, les mecs sont tellement concentrés sur ce qu'ils vont dire, sur ce qu'ils vont dire après, qu'ils n'écoutent pas vraiment les autres. Ils sont enfermés en eux-mêmes. Prêts à sortir les trucs alors qu'il faut rebondir sur l'instant. Mais tout le monde ne sait pas faire ça, alors je comprends qu'il faut des petites armes, mais... Non, mais je trouve qu'on a quand même sorti des petits trucs intéressants. Donc, en gros, vous avez retenu, hein, voilà, vous dites très vite des trucs de cul, comme Bafi, et puis... voilà.